Emmanuel Macron est en train de préparer une erreur colossale et selon certains analystes, elle pourrait provoquer sa chute bien avant la fin de son mandat. Voilà le scénario qui circule dans les cercles politiques les plus attentifs. Un scénario qui mêle la guerre en Ukraine, les services secrets français, la Maison-Blanche et un procès qui n'a toujours pas eu lieu. Et plus on regarde les pièces du puzzle, plus elles semblent s'assembler d'une façon troublante. Commençons par l'Ukraine. L'analyse avancée est la suivante. Les services secrets français auraient déjà pris contact avec Volodymyr Zelensky pour l'inciter à commettre des actions spectaculaires sur le terrain. Des actions qui, selon cette lecture, serviraient les intérêts de Macron, ou du moins ce qu'il croit être ses intérêts. Mais voilà le problème fondamental que cette lecture soulève immédiatement. Si Macron a orchestré quelque chose dans l'ombre, seul ou presque, il est difficile d'imaginer que la CIA n'en soit pas informée. Et la CIA, selon cette analyse, a précisément l'habitude d'ébruiter ce genre de manœuvres, mais toujours de façon à ce que ce soit celui qui les a initiés qui en pâtisse le plus. Autrement dit, si Macron a tendu un piège, il est peut-être en train de s'y retrouver lui-même. Ce qui frappe dans ce portrait de Macron, c'est le contraste avec ses homologues européens. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Friedrich Merz en Allemagne, tous deux affichent une posture relativement mesurée face à la puissance américaine. Terne, dit-on, discret. Macron, lui, est décrit comme le seul à jouer les fanfarons, le seul à répéter qu'il s'en fiche, le seul à pousser le bouchon toujours un peu plus loin. Et c'est précisément cette attitude qui, selon cette analyse, va finir par lui revenir en pleine figure. La France aussi, dans ce cas, en subira les conséquences. L'espoir exprimé est que ces conséquences restent limitées pour le pays, mais personne ne peut en être certain. Et c'est là qu'entre en scène un autre élément, apparemment secondaire, mais peut-être décisif, l'affaire Brigitte. Le procès qui y est lié a déjà été reporté plusieurs fois. La dernière audience a encore été repoussée. Mais ce report n'est peut-être pas anodin. Voici la séquence des événements telle qu'elle est reconstituée. Macron choisit un avocat, le même avocat qui défend Donald Trump dans certaines affaires, pour plaider la nullité de la procédure, c'est-à-dire pour tenter de faire valoir que l'enquête est mal ficelée et qu'on ne peut pas aller au procès. Puis, une semaine ou deux avant une audience cruciale, cet avocat se retire. Pourquoi ? L'interprétation proposée est la suivante. On lui aurait fait comprendre qu'il était dans l'intérêt de certaines parties que le procès ait bien lieu. L'avocat, mandaté pour défendre exactement le contraire, aurait alors décidé de partir plutôt que de trahir sa mission. Ce qui suit est encore plus intéressant. Il semblerait qu'il y ait une négociation active autour de la tenue ou non de ce procès. Et si Trump pousse pour qu'il ait lieu, ce n'est peut-être pas par hasard. L'idée avancée est que Trump aurait besoin de ce procès pour étaler, sous couverture de la justice américaine, des informations sensibles, les affaires de la CIA, les liens entre Israël et Jeffrey Epstein et d'autres dossiers explosifs. La couverture d'une instruction judiciaire est, dans cette logique, une protection idéale. Trump peut toujours dire que c'est la justice américaine qui agit, de façon indépendante, et qu'il assiste aux événements comme n'importe quel citoyen, une méthode décrite comme particulièrement habile. Et si le procès a effectivement lieu, les conséquences financières pour le couple Macron pourraient être considérables. On affirme que ce n'est pas la France qui paie, mais plutôt les Rothschild, sans preuve avancée, mais avec une conviction forte. Au-delà des finances, la justice pourrait également ordonner des examens ADN. Le tableau qui se dessine est celui d'un psychodrame judiciaire et médiatique d'une ampleur rare. Dans ce contexte, il est évoqué que Candace Owens, qui a joué un rôle dans la médiatisation de cette affaire, aurait reçu des assurances préalables qu'elle ne perdrait rien financièrement dans cette histoire. Une conviction, pas une certitude, mais une conviction solide. Tout cela repose, il faut le dire clairement, sur une lecture intuitive des événements. Pas sur des documents classifiés, pas sur des sources officielles. Une intuition forgée par l'observation des comportements humains, par une forme de psychologie appliquée à la politique. Et cette précision est importante, parce qu'elle invite chacun à peser lui-même le pour et le contre. À ne pas accepter aveuglément, mais à ne pas rejeter non plus sans réflexion. Passons maintenant à un autre sujet, apparemment très différent, mais qui illustre la même logique de fond. La canicule et la gestion de l'eau. Voici une histoire concrète, vécue dans un village du sud de la France, il y a 3 ou 4 ans. En février, Macron se rend au barrage de Serre-Ponçon. Il pointe du doigt le niveau de l'eau. Il manque 2 mètres, dit-il. Il annonce que la France est très mal préparée pour l'été à venir et qu'il faudra des restrictions d'eau. Il dit cela le 15 février. 3 semaines plus tard, il pleut abondamment.
Le barrage de Serre-Ponçon atteint l'une des côtes les plus élevées de son histoire. Mais entre ces deux moments, quelque chose s'est passé dans ce village. Le maire, depuis remplacé, a arrêté la fontaine du village, pendant 1 mois, puis 1 mois et demi. Quand les habitants ont creusé la question, Veolia a répondu que ce n'était pas eux, c'était le maire qui avait fermé les vannes. Le maire avait anticipé les consignes du préfet, lui-même aligné sur les directives gouvernementales. L'idée que la France allait manquer d'eau cet été-là s'était répandue dans tout le département de l'Aveyron, à cause d'élus locaux qui avaient obéi au doigt et à l'œil à une alerte lancée en février alors qu'il pleuvait à torrent quelques semaines plus tard. La fontaine a finalement été rétablie au bout d'1 mois et demi. Mais le maire, convaincu qu'il y aurait des restrictions d'eau dès le printemps, avait décidé de ne pas planter les géraniums dans les bacs municipaux. Les fleurs habituelles de l'été ont disparu. Tout le village a protesté. Et pendant ce temps, il pleuvait. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire dans votre commune? Une décision locale absurde, prise au nom d'une consigne venue d'en haut, alors que la réalité sur le terrain disait exactement le contraire. Ce que cette anecdote illustre, c'est un phénomène plus large, un accompagnement permanent, une incitation, un mensonge institutionnalisé autour des questions environnementales. Pas une négation de la chaleur, il fait chaud, tout le monde le ressent, mais une artificialisation de l'urgence, une amplification calculée qui inspire la méfiance. Et voici une observation qui mérite qu'on s'y arrête. Regardez autour de vous. Connaissez-vous un pervers narcissique, quelqu'un qui monopolise la conversation, qui sait tout, qui impose sa vision des choses et qui soit en même temps opposé au réchauffement climatique? La réponse, selon cette analyse, est non. Tous ceux qui cherchent à persécuter leur entourage par la parole, tous ceux qui imposent leur vision sans laisser de place au doute, sont invariablement du côté du narratif climatique dominant. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une coïncidence qui devrait au moins susciter une question. Et cette question devient encore plus pertinente quand on réalise que ce sont souvent les mêmes personnes qui ont vendu le Covid, qui vendent aujourd'hui le réchauffement climatique et qui relaient tous les grands narratifs officiels. Le but, selon cette lecture, est de tenir la population en laisse, de maintenir un état d'urgence permanent qui justifie le contrôle. Revenons à Macron et à l'Ukraine pour conclure. L'hypothèse est que Macron, peut-être avec le Royaume-Uni et d'autres pays européens, pourrait tenter de passer outre la position américaine et de pousser à une escalade militaire. Si Macron tente quoi que ce soit, ou s'il donne à Zelensky les moyens de mener une action radicale en Ukraine, les Américains ne l'apprécieront pas. Et ils feront payer cela à Macron de la manière la plus sévère possible. Pour la France, paradoxalement, ce serait une bonne nouvelle, parce que cela accélérerait une fin de règne qui, autrement, pourrait s'étirer encore pendant 1 an. Les Américains, dans cette analyse, ne veulent pas d'une nouvelle escalade en Ukraine. Ils veulent sortir du conflit par le haut, négocier avec les Russes, ce qui serait déjà en cours, et parvenir à un partage du monde entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Une bombe sale, un bombardement sur une centrale nucléaire, une catastrophe nucléaire, personne ne le veut, personne ne le cherche. Mais Macron, lui, semble chercher quelque chose. Il cherche à exister sur la scène internationale d'une façon que ses homologues européens ne cherchent pas. Et cette ambition démesurée, cette volonté de frimer là où les autres se taisent, pourrait bien être ce qui précipite sa chute. Le vrai problème pourtant n'est plus Macron lui-même, c'est ce qui vient après. Les Américains veulent en finir avec lui, mais ils ne voient pas, en France, de personnalité suffisamment forte et influente pour prendre le relais. Et c'est peut-être la question la plus inquiétante de toutes. Si Macron tombe, qui est prêt à gouverner? Qui a la stature, la légitimité, la vision pour diriger la France dans un monde en train de se redessiner entre 3 grandes puissances? C'est une question sans réponse évidente aujourd'hui. Et c'est précisément ce vide qui rend la situation aussi instable, aussi imprévisible, aussi dangereuse pour tous ceux qui vivent dans ce pays.